Salut à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Streetcast qui est aujourd'hui, alors c'est très rare, je le fais en voiture, c'est d'autant plus amusant que cet épisode de Streetcast est une réponse à celui de Guillaume Vendée sur le vélo, voilà, qui faisait lui aussi d'ailleurs en voiture, ce qui était aussi amusant. Alors, je voulais lui répondre à 2 points dans son épisode. Le premier, donc, c'est l'utilisation du vélo. Et la deuxième, c'est l'histoire de est-ce qu'on pourrait décaler les horaires du matin, etc. pour éviter la congestion des routes par des voitures de toutes les personnes qui arrivent au boulot à la même heure. Alors, sur le vélo, moi, je suis à la maison, j'ai 2 vélos, voilà. Je suis passé au vélo il y a maintenant 6 ans ou 7 ans à peu près. À l'époque, je travaillais encore au conseil régional, donc je n'étais pas encore indépendant. Donc ça fait bien 6 ans maintenant. Et je faisais uniquement vraiment que de la ville. Et je roulais en bus. C'est-à-dire que nous, on a une voiture qui roule pas autant que ce qu'elle pourrait rouler, voilà. Même si je la prends aujourd'hui exceptionnellement. Et donc, j'en avais marre de prendre le bus, il me fallait des fois 35, 40, 45 minutes pour aller travailler. Et donc en vélo, il me fallait 15-20 minutes, voilà. Et avec l'entraînement, il m'en fallait beaucoup moins. Donc je m'étais acheté un vélo. Alors à l'époque, c'était un fixie, donc une seule vitesse, voilà, très design, léger. Vraiment, je l'ai toujours, je roule toujours avec. Même si en fait, depuis, il a un petit peu évolué. Puisque j'ai déménagé, on a acheté la maison de la grand-mère de ma femme, voilà, qu'on a retapé entièrement. Et puis cette maison, elle est en haut d'une côte, voilà. En Auvergne, on a des belles côtes. Je crois que pour remonter à la maison, il y a 70 mètres de dénivelé en quelques centaines de mètres. En fait, ça dépend du trajet. Parce que je peux prendre un trajet qui est très raide et je peux prendre un trajet qui est moins raide, mais bien sûr qui s'allonge. C'est toujours la même question. Pour arriver du point A au point B, eux sont toujours au même endroit, à la même altitude. Plus vous prenez du temps pour le faire et plus la pente est douce. Bref, puis Clermont, c'est une ville plutôt pentue, quoi. Il y a des endroits où ça passe pas si facilement que ça. Donc mon vélo, j'avais fait évoluer, j'ai fait rajouter dessus un moyeu automatique. C'est-à-dire que j'ai 2 vitesses et il change tout seul de vitesse. J'ai une petite vitesse pour aller en montée et une grande vitesse pour y envoyer fort, quoi, sur le plat. C'est un vélo qui a roulé entre 2000 et 2500 km par an depuis que je l'ai à peu près. Voilà, donc ça veut dire un peu moins cette année parce qu'avec mon bras, j'ai pas pu trop rouler. Mais ce qui veut dire que le pauvre, il est bien fatigué. Notamment là, il faudrait que je change la chaîne, le pédalier. Enfin voilà, j'ai changé déjà 2 fois la pédale. Les pneus, j'en parle pas parce que j'ai crevé quelques fois, bien sûr. J'avais changé les roues aussi parce que il y a le fixie, comme c'est une seule vitesse et un moyeu fixe, et vous ralentissez en pédalant moins vite, etc. Ça met quand même il faut avoir une confiance dans sa chaîne, ça travaille bien Vous savez, un vélo, il y a l'usure, ça travaille un peu tout, quoi. Donc je m'étais aussi renseigné avec les codes pour dire tiens, je pourrais passer au vélo électrique. Surtout que moi j'ai travaillé en freelance pendant plusieurs années pour un marchand de vélo qui était le premier spécialiste dans la région et même l'importateur l'importateur, c'est français donc c'est pas importateur, mais le vendeur exclusif d'une marque française qui s'appelle Moustache, qui fait des superbes vélos, voilà, qui vraiment. Puis j'avais vu le créateur, il m'avait amené son vélo, j'avais fait un essai un jour. Et j'étais vraiment, mais alors, tellement conquis que j'avais dit, je voudrais ce vélo. Sauf que le vélo que je voulais, moi, il vaut 3600 €. Donc, c'est tout simplement hors de portée, même par rapport à ce que je fais et même par rapport au coût des vélos. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le vélo coûte assez cher à l'achat par rapport à ce que c'est en apparence. En revanche, au prix du kilomètre, il coûte rien. Voilà, même un vélo électrique, au prix du kilomètre, ne coûte rien, et si vous l'entretenez bien, que vous le gardez plusieurs années, que vous évitez de vous le faire piquer, l'investissement en fait est assez rentable. Alors Guillaume lui donne un exemple de location du vélo, c'est encore pire, quoi. C'est que là, il vous coûte, par rapport à la voiture, il vous coûte vraiment, mais vraiment, vraiment rien du tout. Alors, je peux pas tout faire en vélo. Là par exemple, je suis en train d'aller à Vichy. Donc Vichy, de la maison, c'est 60 km, on va dire à peu près. Alors normalement, j'y vais en train, et ce que je faisais, c'est que j'allais à la gare en vélo.
je mettais le vélo dans le TER et puis arrivé à Vichy, je finissais d'aller à la fac en vélo et puis au retour je faisais pareil. Alors c'est assez pratique, ça permet, je le dis souvent, moi le train c'est un truc qui permet vraiment de travailler ou de faire la sieste, donc c'est vraiment un truc très reposant. Par contre vous êtes totalement dépendant des horaires. Et alors par exemple pourquoi je vais aujourd'hui à Vichy en voiture, c'est que ce soir j'ai entraînement de running. Et je l'ai montré dans une vidéo de vlog là, il y a 15 jours, 3 semaines. C'est presque, alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas loin d'être impossible que je prenne le train et que je sois à l'heure à l'entraînement de running. Surtout si j'y vais en vélo, c'est-à-dire que le temps de rentrer de la gare en vélo et le temps d'arriver à la maison, avec ma grosse côte, etc. et autres, par rapport à la voiture, c'est quand même plus lent. Et donc j'arriverai systématiquement en retard à l'entraînement de running. Donc aujourd'hui, je teste la voiture, tout simplement de voir si c'est pas plus confortable. Ça ne veut pas dire que je le ferai tout le temps, mais au moins c'est un avantage. On va voir si en temps, au moins, j'arrive à être plus tranquille, parce que la dernière fois, c'était vraiment la course. J'étais arrivé à l'heure, mais ça obligeait en plus ma femme, elle avait besoin de la voiture, ça l'obligeait de venir me chercher à la gare. J'avais dû partir plus tôt, parce que le problème quand on est en multitransport comme ça, bien sûr, c'est qu'on est dépendant des horaires. Et autant à limite faire, moi j'habite à Cournon, donc 15 km de Clermont, autant je peux rentrer dans Clermont en vélo. J'ai presque des pistes cyclables partout, mais un endroit qui est très 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 chaud, qui est au niveau de la sécurité, qui est vraiment pas top. Mais ça fait 13 bornes, vous voyez, donc ça rentre facilement, quoi. Je les fais régulièrement. Autant pour des grandes distances, je suis vraiment obligé de prendre le train. Et alors si je prends ni la voiture ni le train, mon truc à moi c'est de prendre le bus. Et en bus c'est un peu plus lent, mais j'ai pas le parc-mètre. Donc ce qui fait qu'on a une voiture qui roule très très peu, même si on va devoir en changer, parce que nous on a une petite 107. Alors pour mettre la poussette pour le bébé, ça va juste être... je dis pas que c'est impossible, hein, mais après ça va se demander si on se met les parents, le bébé et la poussette en même temps dans la voiture. Bref. Ça, c'était ma première réponse. Guillaume, je comprends ton sentiment en vélo. En plus, en ce moment, il fait beau, c'est cool. Moi, j'ai roulé pratiquement toute l'année. Les seules fois où je roule pas en vélo dans l'année, c'est quand il pleut. Je le dis très clairement. Je déteste rouler sous la flotte. Même avec les pare-boue, etc. C'est pas agréable. Mais j'ai roulé, par exemple, en plein hiver. On a eu un ressenti de moins 25, moins 27 une année. C'était pas verglacé, mais c'était froid, mais ça roulait. On roule pas sous la neige, voilà, mais le vélo passe vraiment pratiquement partout. Mais moi, la flotte, personnellement, même bien couvert, même avec un ciré et tout, c'est un truc, j'aime pas ça. Voilà, tout simplement, j'aime pas ça. L'autre désavantage du vélo, mais que tu n'auras pas en vélo électrique, Guillaume, bien sûr, c'est que il y a des moments où vous prenez un bon coup de chaud quand ça monte un peu. Mais le gros avantage du vélo électrique est justement là-dedans, c'est qu'il vous permet de passer les difficultés sans encombre, sans arriver transpirant, etc. Et ça, c'est quand même un avantage. Le vrai problème, je trouve, dans nos villes, ce sont les pistes cyclables. Sérieusement, quoi. Je vous encourage à regarder sur YouTube. Il y a des vidéos qui montrent la difficulté. Moi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube de Mes Cyberbounia où je montrais comment les piétons marchaient sur des pistes cyclables, parce qu'on parle beaucoup des voitures qui sont pénibles pour les vélos et qui sont dangereuses. Mais à Clermont, on a aussi des trottoirs partagés. Et le trottoir pour les vélos est plus large que celui pour les piétons, donc les piétons marchent sur le trottoir des vélos. Et c'est bien dangereux aussi. Donc j'ai fait une vidéo façon Mario où je vois comment je suis obligé de doubler tous les piétons sur la piste cyclable et comment c'est pas pratique. Ça, c'est pour la première partie de ma réponse. Ma deuxième réponse, Guillaume, était plutôt concernant ton histoire des horaires. Faudrait pas aménager les horaires. Donc il y a eu une discussion avec prof du web, je crois, avec Matt. Par le passé, je me rappelle plus trop de la discussion, et moi je suis pas vraiment d'accord. Je pense que une grande partie du problème pourrait être effectivement résolue de cette histoire que tout le monde encombre les routes au même moment, si on arrivait à faire décaler les gens dans leur prise du boulot, bien sûr. Mais en fait il y a un problème majeur à ça, et le problème majeur c'est que ce ne sont pas les entreprises qui règlent les heures de rentrée des salariés, mais ce sont les écoles. Voilà, tout simplement. Les écoles sont pour moi
alors je dis pas que c'est le principal vecteur d'encombrement des routes, hein, attention, hein, en tant que futur papa, je peux pas dire ça. Moi j'aurai la chance de pouvoir amener notre fille, je pense, à pied, ou en tout cas en grande partie sans trop de problèmes, parce qu'on a c'est la chance d'habiter dans une maison de bourg, etc. Voilà, ça a au moins cet avantage-là. Bon, ça a d'autres avantages, mais ça a des inconvénients, hein, je ne reviendrai pas dessus. Mais je peux on a une école qui est à 100 mètres et vraiment, nous on se rend compte, et puis on peut se rendre compte dans tous les quartiers, que ce sont les écoles, mais vraiment au sens large, c'est l'éducation nationale en fait, qui règle la vie du pays. Alors qui la règle pas totalement, parce qu'il y a un domaine qui règle encore plus ça, c'est le tourisme. Je m'explique. En France, on parle beaucoup des rythmes scolaires et on dit ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas faire les rythmes scolaires de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et en fait, c'est pas vraiment le ministre de l'Éducation nationale qui décide des rythmes scolaires, c'est plutôt les gens qui font du tourisme. Mais avant, c'était pas les gens qui faisaient du tourisme, avant c'était les gens qui faisaient les agriculteurs. Pourquoi ? Parce que l'école a toujours été vue comme et même si ça va déranger certains que je le dise, mais faut le dire, il y a une époque où l'éducation n'était pas obligatoire, après elle est devenue obligatoire, etc. bien sûr. Alors de plus en plus longtemps et autres, hein, il y a différentes choses comme ça, mais il faut quand même voir à un moment donné que il faut une époque par exemple où les gamins travaillaient dans les champs, ils étaient dans les familles nombreuses, on avait besoin d'eux, vous savez, c'est l'enfant revenu aussi qu'on a dans les pays qui sont moins riches, hein, où avoir plus d'enfants permet de faire rentrer de l'argent dans la famille. Mais les agriculteurs, par exemple, avaient besoin des enfants pour faire les moissons, pour faire les vendanges. Et donc, à une époque, il fut des régions en tout cas où, il faut dire, la rentrée ou les périodes scolaires étaient aussi calquées sur les périodes agricoles. Voilà. Et maintenant, c'est calqué sur la période touristique. C'est-à-dire que dès que vous voulez toucher au rythme scolaire, les premiers à rentrer, à se mettre en feu, et moi je travaille pour eux en partie, donc je le vois bien, ce sont les organismes touristiques. Alors vous enlevez 15 jours de vacances au mois d'août, par exemple, c'est « oh là là, c'est scandaleux, on n'aura plus personne, c'est le bordel, etc. » Alors qu'en plus ils sont super gonflés parce que vous vous rendez compte qu'une fois passé le 15 août déjà ils réduisent la voilure et que à partir du 25 ou 26 août cette année, les stations de balnéaires, notamment du sud de la France, avaient déjà tellement réduit la voilure que vous demandiez si vous voulez encore en vacances. Et en début de saison, c'est pareil. Ils disent ouais, c'est scandaleux d'allonger la période scolaire en juillet, de faire sortir les gamins le 6 juillet. Sauf qu'en fait, avant le 14 juillet, ils font rien. Donc, c'est un peu gonflé. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Et puis je vous rappelle, en Allemagne, les Länder, c'est-à-dire les grandes régions, ont chacune leurs heures leur période de décalage, hein, leur mois de décalage. Vous avez des gamins de certaines villes qui reprennent que mi-septembre, quand d'autres ont repris beaucoup plus tôt, et bien sûr, ça se décale comme ça. Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais les familles qui partent ensemble en vacances, il y en a un qui habite dans le nord et l'autre dans le sud. Oui, bon, il suffit de faire une période commune, hein, c'est comme les périodes scolaires qui sont à cheval, etc. Et voilà, si on va dans ces considérations-là, bien sûr, on rentre. Hier, j'ai écouté des trucs sur l'histoire de la tyrannie de la démocratie, mais il y a toujours, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu. Mais vous vous rendez compte quand même que ce rythme scolaire va influencer la vie des entreprises, la vie des gens tout court, parce que bien sûr, quand les gamins sont à l'école, l'école les garde, hein, même si c'est pas son rôle, désolé de le dire, mais c'est aussi un petit peu ça. Mais pour des parents, c'est ça. Et pendant que les gamins sont en vacances, il faut trouver un moyen pour les garder, les occuper. Il y a les colonies, les centres aérés, et puis certains vont prendre des vacances, bien sûr, pour s'occuper d'eux, profiter du temps avec eux. Et donc, vous vous retrouvez, moi je le vois très bien, parce qu'on a des écoles proches de la maison, où vous êtes tranquille au mois juillet-août, il n'y a pas un chat. Et puis du moment que les écoles se mettent à reprendre, vous avez le trafic bien sûr qui est lié aux écoles, c'est-à-dire que d'un coup vous avez beaucoup plus de circulation dans la ville parce que les gens ne sont plus en vacances et reprennent le travail, c'est le cas de début septembre. Et puis bien sûr les gens n'ont plus leur rythme où ils disaient tiens, je peux aller faire les courses en décalé, quitte à amener les enfants, les faire garder ou quoi que ce soit. Tout le monde est obligé d'amener ses gamins à l'école à la même heure, c'est-à-dire le matin à 8h et quelques.
Et donc moi je me retrouve avec des embouteillages dans la rue avec 30 ou 40 bagnoles qui font la queue, mais je sais pas combien on a de gamins dans l'école, hein, mais je vais dire on a 50 bagnoles en 10 minutes qui doivent déposer leurs gamins, donc vous imaginez un petit peu l'embouteillage. Et vous rajoutez à ça un truc, c'est que je pense que toutes les écoles de France prennent à peu près à la même heure, mais nous, ils ont fait un truc, parce que je ne comprenais pas les embouteillages, donc j'ai demandé à des parents d'élèves un petit peu que je croisais le problème. Ils ont fait un truc qui est énormissime. On a 2 écoles, nous. On en a une pour le primaire, une pour la maternelle. Mais elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Vous voyez, elles sont à 200 mètres l'une de l'autre. Et donc, les parents qui ont un gamin dans l'un, un gamin dans l'autre, doivent passer de l'une à l'autre. Là où ils ont fait un truc très fort, c'est que la rentrée des 2 écoles sont à la même heure, mais que le personnel d'accueil des écoles a réduit. Mais vous savez, c'est une question de temps de gestion, de travail, etc. Hein. C'est pas que les 35 heures, mais il y a plein de trucs comme ça qui rentrent. Ils ont dit, vous pouvez amener vos gamins à la maternelle que tant de minutes avant la rentrée, la prise des cours, et pas la garderie longtemps avant. Enfin voilà, il y a une histoire comme ça. Et donc on se retrouve avec des parents qui doivent faire en 5 minutes tous le même schéma, c'est-à-dire que je largue mon gamin dans une école, je vais vite déposer l'autre gamin dans l'autre école en voiture, parce que j'ai pas le temps de le faire à pied dans tous les cas, et que dans tous les cas, après, ils ont besoin de la voiture pour aller au boulot. Et donc, tout le monde se retrouve dans les embouteillages. Donc, Guillaume, je suis d'accord avec toi en partie pour dire, décaler les horaires n'est pas que la solution, mais elle fait partie quand même de la solution. On a besoin de moments où tout le monde doit travailler en même temps, mais il y aurait un moment donné où il suffirait de regarder un tout petit peu comment on pourrait décaler les choses pour améliorer les trucs. Ça serait de dire, dans une même commune, la commune prend le parti de dire on va avancer les horaires d'une école et pas de l'autre. Ça serait que les collèges et les lycées décalent un petit peu les horaires de prise de cours, par exemple aussi. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait déjà dans les facultés, dans les universités. Alors moi, je suis à mi-temps dans une université. Tous nos cours commencent à 8h15, 19h15, 13h15, etc. Donc en décalage par rapport aux 2 collèges et lycées qui sont dessous, qui eux commencent à 8h, 9h, 10h, etc. Et donc on sort aussi en décalage. Ne serait-ce que ça, déjà par rapport au transport en commun, vous pouvez avoir un bus qui sera moins rempli parce que tout simplement vous êtes dans le bus, pas des gamins de lycée et du collège, mais des gamins des étudiants en fait, tout simplement. C'est je crois l'université de Marne-la-Vallée qui avait fait ça pour décaler par rapport aussi aux gens qui prennent le RER ou je sais pas quoi. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais ils avaient pris la décision de faire un décalage d'un quart d'heure comme ça, juste pour arriver à dire si on décale d'un quart d'heure, tout d'un coup on va alléger la pression que nous on rajoute au transport en commun. Et c'est souvent se dire on va mettre les gamins, là c'est des étudiants, on va leur permettre d'arriver avec un RER de décalage ou je ne sais pas quoi, on est à peu près là-dedans. Et donc on allège un petit peu la charge de tout le monde. Et donc on en est là après dans le rôle d'organisation normalement des collectivités qui devraient dialoguer avec les entreprises et dire les entreprises doivent avoir des horaires flexibles, et je pense un horaire en disant tout le monde doit être là entre 2 plages horaires qui sont très précises. Voilà, là je suis entièrement d'accord avec toi Guillaume. Mais ceux qui n'ont pas de gamins et qui veulent pouvoir commencer plus tôt devraient pouvoir le faire. Ceux qui à la limite voudraient commencer un poil plus tard, mais je veux dire, s'il y en a qui veulent commencer à 10h mais qui veulent partir le soir à 19h, pourquoi pas, hein. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans des villes d'ailleurs où on se rend compte que tout d'un coup vous allégez la pression des embouteillages très très largement, ne serait-ce qu'en faisant ça. Et puis c'est aussi pour dire que les transports en commun de tous les cas ne peuvent pas absorber, ni les routes ni rien ne peuvent pas absorber tout. Donc on a une tendance à faire des routes et des transports en commun qui sont faits, dimensionnés pour absorber un certain volume de gens, voilà. Vous vous rendez compte qu'en dehors de ces volumes-là, c'est un peu rempli, mais qu'au pic maximum aussi, elles sont trop petites, parce que sinon, si on faisait des routes que pour les pics maximum, il y a un moment donné, on n'aurait plus que des routes, voilà, tout simplement. Alors c'est là où aussi, où le vélo, on devrait inciter le vélo, mais il y a un mauvais signe, l'État par exemple vient de supprimer l'aide à l'achat au vélo électrique. Alors je ne suis pas entièrement contre ça, parce que il y avait sur cet aspect-là un truc qui était ce qu'on appelle un effet d'aubaine.
et l'effet d'aubaine était assez clair, c'est-à-dire que les gens qui en profitaient le plus n'étaient pas ceux qui en avaient le plus besoin. Moi j'ai vu dans des magasins de vélos, je le dis, comme je travaillais pour un marchand de vélos, des retraités qui arrivaient en Mercedes et qui voulaient acheter 2 vélos électriques à 3600 € chacun et qui bénéficiaient de la prime d'achat au vélo qui représentait peut-être 200 €, donc autant vous dire que ça ne leur servait à rien du tout. En revanche, il y avait un truc qui a été un mauvais signe, c'était sous Hollande je crois. Vous savez, c'était sur les aides, sur le fait de pouvoir rentrer dans ces impôts, le fait qu'on roule en vélo plutôt qu'en voiture et que ça rentre dans les calculs de dégrèvement d'impôts, toutes ces choses-là. Et malgré la pression qu'avaient essayé de faire les associations de vélo, malgré toutes les justifications, ça n'avait pas marché. Et donc là, on y voyait vraiment un très très mauvais symbole. Et puis le troisième truc, bien sûr, c'est que si vous voulez que les gens roulent à vélo, il faut leur faire des équipements de vélo. Mais ce ne sont pas que des pistes cyclables. Parce que la piste cyclable ne résout qu'un problème. Et alors, j'ai vu dans mon entourage, et on en a parlé l'autre jour, les problèmes de vol de vélo sont aussi un problème manifeste. Et si vous voulez pas que les gens se fassent piquer leur vélo, il faut qu'ils puissent le mettre à l'abri. Alors quand vous êtes chez vous, il y en a qui les montent dans les étages. Il y en a qui le mettent sur leur balcon, il y en a qui l'accrochent au mur, etc. Nous, on peut le rentrer à l'abri. Quand vous êtes en ville, là, ça vient aussi du ressort des collectivités, mais peut-être d'organismes privés qui vont un jour prendre le truc. Et aussi des parkings souterrains, par exemple, qui pourraient faire des choses. Alors, nous, on a des gares ici, vous savez, qui ont des locaux fermés avec des clés, où le vélo est vraiment fermé, où chacun a son pass pour rentrer dans le local à vélo. Donc vous savez normalement qui rentre dedans, sauf que j'en ai discuté l'autre jour avec un gars qui utilise ça, y a un petit souci, c'est que il y en a certains qui se refilent la clé les uns aux autres, donc il va falloir faire ça avec des codes de smartphone ou je sais pas quoi, il va falloir trouver un moyen de générer des codes temporaires pour que vous puissiez rentrer pendant 5 minutes ou j'en sais rien quoi. Et puis il y a d'autres solutions qui existent et qui vont se faire, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer, et je crois que c'est ce qui se fait à Lyon d'après les discussions que j'ai eues, des parkings souterrains où en fait, vous savez, c'est comme des ascenseurs dans lesquels vous arrivez devant la borne, ça ouvre un espèce de caisson, vous mettez votre vélo dedans, ça vous donne un ticket ou je sais pas quoi. Votre vélo est parqué dans une case en dessous directement. Et ensuite, quand vous revenez avec votre ticket, vous redemandez votre vélo et ça vous le remonte et vous repartez avec. Ainsi, comme ça, vous n'avez pas le problème d'avoir des gens, vous réduisez une partie du problème. Et donc, la solution de la circulation, ça serait que tout le monde se mette autour de la table. Y compris d'ailleurs, la voiture est très pratique, parce que comme tu le disais aussi dans ton billet de blog, je crois Guillaume, en vélo, si vous allez faire des courses, si vous allez au drive, alors il y a des vélos cargo, attention, vous pourriez le faire. Je ne dis pas que c'est impossible, totalement impossible. Si vous êtes des vrais adeptes du vélo, vous le savez. Mais si vous avez un pack d'eau à transporter en vélo, moi je disais aussi pourquoi j'achète des trucs sur Amazon, des bouquins chez Amazon et pas en librairie, c'est parce que quand vous achetez un bouquin qui fait 800 pages, vous le traînez en vélo, non électrique, avec une cote à l'arrivée, c'est fatigant. Voilà, il y a tout un tas de logiques qui sont faites là-dedans. Donc des fois on aurait besoin du vélo, des fois de la voiture, des fois des transports en commun. Mais la vérité, c'est que les gens vont prendre ce qui est le plus facile pour eux et qui a le moins de contraintes. Voilà, plus vous avez de bus ou de métro à Paris, notamment la force du métro, c'est qu'il roule à un rythme très régulier et c'est facile de le prendre. C'est l'une des faiblesses du RER. Moi qui ai pris le RER pendant 8 à 9 mois, c'était la faiblesse. C'est-à-dire que s'il fallait que j'attende mon RER 3 quarts d'heure à certaines heures, il y avait des jours où j'avais pas envie de prendre le RER. Et si le RER était bondé, j'avais pas envie de le prendre. Donc voilà, une des logiques. L'autre logique, bien sûr, c'est de pouvoir rouler en sécurité. L'autre logique, c'est de pouvoir garer son vélo sans se le faire piquer. Bref, vous avez toute une série de logiques qui doivent être repensées. Et je pense que les horaires de travail des entreprises font aussi partie de cette logique-là, tout comme peut être la question du télétravail. C'est-à-dire que vous pourriez très bien alléger la masse de circulation en permettant aux gens de faire du télétravail quand ils le souhaitent. Vous savez, il y avait aussi les bureaux de dire, IBM a fait des expérimentations en disant vous habitez d'un côté de Paris, vous n'êtes pas obligé de traverser Paris pour aller à votre bureau, on va vous faire des bureaux partagés dans d'autres espaces. On pourrait très bien imaginer par exemple que les gens puissent faire du télétravail 2 jours par semaine, aller au bureau 3 jours par semaine, mais pas forcément travailler de chez eux, mais d'aller dans des espaces de coworking
où il pourrait même retrouver d'ailleurs des collègues relativement proches, hein, dans des très grosses entreprises, ça serait possible. Bien sûr, c'est pas possible dans toutes les économies. Mais voilà, il y a plein de petites solutions quand chacun y réfléchit dans son coin. Le vrai problème de tout ça, c'est que c'est toujours pareil, c'est que d'arriver à mettre tout ça et de faire fonctionner tout ça devient extrêmement compliqué, ne serait-ce que parce que chacun et chaque collectivité et chaque organisme en France a une partie du problème en main, mais aussi une partie de la solution. Et quand je dis ça, c'est un truc qui est hallucinant, c'est que reprenez ne serait-ce que l'histoire des rythmes scolaires. Le ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les programmes, il valide les formations, il va valider certaines choses, les rectorats vont en organiser d'autres. Mais les écoles dépendent, l'école maternelle et primaire dépendent des mairies, les collèges dépendent des conseils départementaux, donc du département, les lycées du conseil général, les universités des rectorats, et même certaines la plupart devraient même devenir indépendantes, donc ont aussi un certain rythme, etc. Vous avez dans les transports des gens, les conseils généraux, donc départements, maintenant c'est les conseils départementaux, s'occupent du ramassage scolaire des collèges. Vous avez les bus qui roulent de la part des villes et des agglomérations, qui confient ça en plus à des espèces de sous-structures. Vous avez les routes qui sont parfois départementales, donc le département, parfois municipal, parfois national, parfois concédé, quand c'est des autoroutes, à des concessions routières, donc à des sociétés privées, dont certaines ne sont même pas françaises, puisqu'on a qui sont espagnoles. Et donc, il y a un moment donné, vous savez, c'est le fameux millefeuille, on parle beaucoup de millefeuille territorial. Moi, j'ai travaillé dans les collectivités locales, donc je voyais à peu près comment les citoyens pouvaient s'y perdre. En fait, il n'est pas que territorial, c'est un millefeuille de compétences hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de structures et dessus, on devrait rajouter les associations. Parce qu'il y a des associations qui exercent des compétences de l'État, qui reçoivent, vous savez, vous avez des appels à projets. Par exemple, hier, je l'ai vu dans du financement d'entreprises sociales et solidaires, dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'État dit, on va faire des projets là-dessus, mais on va confier ça à des fonds pour que ce soit des structures qui gèrent les fonds pour nous. Et vous rajoutez par-dessus ça l'Europe, dont les fonds sont gérés en partie par l'État, en partie par les régions, qui eux-mêmes ensuite les redonnent à des associations et des structures comme ça. Et vous vous retrouvez en fait autour d'une table où pour régler le simple fait par exemple que vous mettriez que les deux écoles commencent une à 8h15, l'autre à 8h30, et qu'il y ait les bus de ramassage scolaire, qu'il y ait les bus de la ville, que vous ayez que les gens puissent aller je sais pas, se garer comme il faut ou je sais pas quoi, et que vous ayez en plus un parking à vélo pour que les parents puissent venir en vélo pour garer le vélo, et vous vous retrouvez autour de la table avec 10, 15, des fois 20 interlocuteurs quand ils viennent avec les assistants, les chargés de projet, etc. Et donc ça n'avance pas. Voilà, tout le monde a des bonnes idées, on a plein de bonnes idées, quand on regarde les problèmes il y a plein de choses, mais c'est le bordel. Alors voilà, je fais un épisode qui est beaucoup plus long que prévu, puisque je suis à 30 minutes, je pensais Guillaume faire une réponse en 10 minutes, mais je voulais te répondre à la fois, et j'en ai profité pour donner mon avis sur le sujet, à la fois sur la problématique vélo pure. Oui, moi je suis un adepte du vélo, je le dis clairement, même si là je roule en bagnole, et oui, je suis aussi, je pense en tout cas qu'on pourrait adapter en grande partie les horaires et avec une grande flexibilité. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui le font et qui continuent à tourner sans que ça semble leur poser des problèmes majeurs. Bien sûr, ça demande de l'organisation. Mais souvent, en fait, je me rends compte dans l'organisation, ce n'est pas trop la structure elle-même qui impose les contraintes. Ce sont souvent les gens, les chefs de service. Pour l'avoir travaillé en collectivité, moi, je vais constater ça. Quand vous avez un chef de service qui vous dit « moi, je veux que les gens sont là à 8h30 » alors que vous pouvez prendre jusqu'à 9h, mais que lui il impose ça, soit vous rentrez en conflit avec votre chef de service, et en général ça se passera mal pour vous, soit vous laissez gagner votre chef de service, et dans ce cas-là il vous demandera autre chose, et donc là ça se passera mal pour vous aussi, parce que de toute façon vous devez régler le problème différemment. Donc il y a aussi à un moment donné, mais là c'est un sujet encore plus vaste, je pense que
c'est aussi dans le management des entreprises, dans les ressources humaines, et donc toute une logique. Vous savez, le développement durable, ce n'est pas de l'écologie, le développement durable, l'économie durable, le travail durable, c'est en fait toutes les parties de la société qui doivent discuter ensemble et qui doivent trouver comment régler leurs problèmes ensemble. Voilà, sur ce, je termine cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de mon Streetcast, ou aussi n'oubliez pas de mon podcast très bientôt que j'enregistrerai dans quelques minutes. Allez, à plus, ciao ciao.